Bonsoir à tous. Donc, on est ravis de vous recevoir ce soir pour le dernier webinaire de notre cycle de conférences donc autour du développement professionnel et du leadership organisé par l'ESC. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce soir, donc, a pour thématique comment contribuer au monde d'après auquel j'aspire. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse vraiment partager ensemble un espace et puis aussi des contenus autour du mieux vivre ensemble. Cette thématique du mieux vivre ensemble, c'est en tout cas un sujet qui nous tient à cœur à l'ESC et puis que nous développons aussi au travers de nos approches, de nos contenus en formation initiale et continue. Alors, je ne me suis pas présentée, je m'appelle donc Séverine Dioz et je suis donc responsable pédagogique de l'offre de formation en développement professionnel et management, voilà, en formation continue à l'ESC. Voilà, et donc pour animer en tout cas ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Garric. Donc Philippe, voilà, merci beaucoup d'avoir accepté voilà, de co-construire ce webinaire ce soir. Donc Philippe, il est formateur en management et développement professionnel. Voilà, il est aussi coach, thérapeute, médiateur et auteur de plusieurs ouvrages voilà, qu'il pourra vous présenter à la fin du webinaire. Et donc, du coup, ce que je voulais vous dire, l'idée, c'est que ce soir, on vive ensemble un processus de réflexion à la fois personnelle et collective. Voilà, parce on a la chance d'être tous ici réunis. Donc, on va à la fois voilà, vraiment faire un travail à la fois individuel et collectif. Et l'idée, c'est qu'on puisse quelque part créer cet espace pour en quelque sorte poser nos émotions avant cette fin d'année et voir ensemble comment on peut entrevoir l'avenir et peut-être identifier des actions pour mieux vivre ensemble. Voilà. Donc merci en tout cas Philippe parce que voilà, c'est toi qui as eu l'idée de cette thématique et ça, voilà, en tout cas moi, ça m'a beaucoup parlé. Et ce que je voulais vous dire, donc avant qu'on commence, Philippe, je vais te laisser la main. Donc Philippe va vous, quelque part, on va vous solliciter voilà, pour que vous puissiez partager avec nous. Et donc en priorité donc, sur la conversation, que je vous invite vraiment à couper vos micros et puis interagir avec nous au travers de la conversation. Et avec Philippe, on va être donc très attentif voilà, à tout ce qui va nous être remonté. Voilà, donc je vous souhaite un bon moment avec nous. Merci, Séverine. Alors, je te laisse la main pour accueillir les personnes qui arrivent. Ouais, pas de souci. Et voilà, du coup, moi, je vais couper le son pour ne pas être gêné par les bips. Et au besoin, tu peux m'envoyer un SMS si voilà, besoin de me contacter. Pas de souci, Philippe. Voilà. Alors, nous allons commencer ce webinaire en vous sollicitant. Je vais vous faire travailler en répondant à la première question de ce webinaire. Si vous voulez bien me donner la main. Voilà. Qui est comment vous qualifieriez en un ou deux mots, comme c'est dans le chat, évitez des phrases trop longues, en un ou deux mots ce que vous n'aimez pas dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Okay. Donc, comment vous qualifieriez individualisme? Merci Gilles. Voilà, ça va très vite. Pas assez sensible, matériel, individuel, incertitude, superficialité, contraint, violence, inégalité, non-dit, rapidité, individualisme, égoïsme encore, manque de respect, éphémère, égoïsme encore, compétition, manque de respect à nouveau, pas de temps, manque de bienveillance, manque d'empathie, manque de considération, distanciation sociale, oui, manque de transparence financière, incertitude, infantilisme, vitesse. Ok. Bon, je me sens moins seul en écoutant vos réponses. Et ça me permet voilà, de prendre la température de l'auditoire. Pour démarrer ce webinaire, je voulais aussi vous partager
la genèse de ce webinaire. En fait, quand Séverine m'a contacté en me demandant si je souhaitais faire un webinaire pour le SC, au départ, je n'avais pas d'idée. Et puis, ce qui m'est venu, c'est que le premier confinement avait créé des aspirations d'un monde d'après, d'un monde différent, d'un monde nouveau, peut-être moins justement dans ce que vous avez pu décrire dans le chat. Et puis, au déconfinement, nous avons peut-être pour certains vu apparaître des désillusions, hein, que les 2 ou 3 mois de confinement n'ont pas suffi à créer ce changement du monde d'après. Et puis, le deuxième confinement, moi, m'a plutôt donné l'idée qu'il y avait une forme d'agitation. Le Covid sur toutes les chaînes, le gouvernement qui prend plein de décisions, les journaux beaucoup dans l'émotionnel, des vidéos sur les réseaux sociaux qui s'opposent, des gens inquiets, donc beaucoup d'agitation. Et c'est à partir de là que j'ai voulu construire ce webinaire qui, à la différence peut-être d'autres conférences que vous avez pu suivre avec moi, aura sûrement plus de questions que de réponses. Et pour lequel, comme pour les précédents, je vous invite vraiment à vous sentir libre de partager ou pas les points de vue que je vais développer, en sachant que je ne suis moi-même pas forcément à l'attendu des points de vue que je vais développer. Je suis un être en chemin. Que ces points de vue peuvent être peut-être dérangeants aussi pour certains d'entre vous. Et que je me souhaite de ne pas tomber dans l'écueil des pièges que je souhaite éclairer sur ce webinaire. Alors, j'enlève un truc parce que... Hop, voilà. OK. Alors, ce qui m'a donné envie de faire ce webinaire, c'est des réactions que j'ai observées, notamment sur les réseaux sociaux, au moment du déconfinement, et notamment un qui, lui en particulier, c'est ce qu'il montrait. C'est des gens qui se sont agacés, insurgés contre des personnes qui avaient fait le choix, à la sortie du confinement, d'aller à McDonald's et de se trouver dans une file d'attente où apparemment il y avait 3 heures de file d'attente. Et j'ai été heurté, en fait, de voir l'agressivité des commentaires qui pouvaient être faits sur ces personnes qui avaient fait le choix d'aller à McDonald's. Et quand je dis agressivité, il y a même des commentaires qui invitaient à être violents avec ces personnes-là. Et du coup, ça m'a questionné sur le lien qu'il peut y avoir entre le monde auquel nous aspirons et la manière dont nous allons mettre en musique, en mouvement, cette aspiration. Et ce que je voulais vous partager, c'est que nous ne tombons jamais plus haut que la hauteur de nos illusions. En effet, si je suis déçu de ce qui se passe après 2 mois de confinement, c'est qu'il y a une part de moi qui imaginait qu'en 2 mois, nous allions révolutionner notre manière de consommer, de relationner. Et ça, c'est une illusion qui nous est propre, parce que si vous avez déjà cherché à vous changer vous-même, vous avez pu repérer que ça ne se fait pas en 2 mois. Ça prend beaucoup plus de temps que ça. Si vous voulez faire évoluer un groupe plus grand, comme un couple d'amis, un couple tout court, une famille, une équipe, un service, une entreprise, vous savez que c'est encore plus long. Donc un changement à l'échelle d'une société, éventuellement un changement à l'échelle du monde, c'est forcément plus long que 2 mois. Et je ne pense pas que le deuxième confinement suffira à permettre l'avènement de ce monde auquel nous aspirons. C'est un travail de longue haleine, c'est plus un marathon qu'autre chose. Et puis, je suis tombé sur cette phrase de Jean-Paul Goude qui dit que le mouvement collectif parfait n'existe pas à cause de la différence de point de vue. C'est-à-dire qu'il y avait cette aspiration à un monde d'après, mais peut-être pas la conscience qu'il n'y aura pas un monde d'après, puisque chacun d'entre nous peut aspirer à un monde qui est différent. Et donc, le monde d'après, il va se construire avec ce que chacun va amener de ses désirs, de ses limites, de sa capacité à avancer, de sa capacité à se remettre en cause. Et puis, j'ai aussi eu envie de partager des choses qui m'ont fait réagir, encore une fois, sur ces fameux réseaux sociaux. J'allais presque dire duquel je suis coupé depuis le mois de septembre pour des raisons techniques, avec le paradoxe qui est que parfois, en pensant bien faire, nous allons semer l'inverse de ce que nous voudrions
récolter. Et par exemple, j'ai croisé des gens qui, sur des postes, ou en reroutant des postes, étaient sur des injonctions du genre « réveillez-vous ». Et moi, quand je lisais ça, ce que j'entendais, c'était penser comme moi. Comme si la personne qui disait ça, elle avait tout compris du Covid, de la situation, et qu'elle avait raison, et donc il fallait penser comme elle. J'ai croisé une variante. Alors, je l'ai cité de mémoire, mais c'était relativement proche de ça. Voilà le poste que j'adresse à toutes les personnes, tous les moutons qui vont se faire vacciner. Sous-entendu, faites comme moi, c'est moi qui ai raison. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que les premières injonctions faisaient référence au fait que nous serions dépendants d'un courant de pensée, d'une philosophie, d'un pouvoir. Et en même temps, ces injonctions, elles nous amènent à être contre-dépendants, une dépendance à l'opposé, qui est quand même une dépendance. Donc, ça ne contribue pas à développer notre autonomie, notre niveau de conscience. En fait, pour moi, ça nous invite simplement à changer la personne ou le groupe auquel je donne du pouvoir. Mais dans les deux cas, ce n'est pas mon propre pouvoir qui est en jeu. Et puis, je voulais partager aussi que dans la manière dont nous agissons, dans la façon dont nous portons notre attention sur quelque chose, nous aurons tendance à développer ce sur quoi nous portons notre attention. Si vous portez votre attention sur ce qui ne va pas dans votre vie, vous aurez tendance à voir que cet aspect-là de votre vie augmente. Si vous portez votre attention sur ce qui va bien dans votre vie, vous aurez l'impression que cette partie-là augmente dans votre vie. Et j'ai vu la même chose avec des gens qui disaient attention, par exemple le gouvernement ou les médecins ou je ne sais trop qui, vous dit que ce virus est mortel, qui tue tant de personnes, qu'il a tel problème et que, en fait, on cherche à générer chez vous de la peur pour vous manipuler. Sauf que le message, c'est bien effectivement que l'intention des personnes qui utilisent ce message-là serait de vous manipuler. Sauf que quand on vous parle du fait que vous pourriez être manipulé, ça va générer quoi? De la peur. Donc en fait, dans les deux cas, nous allons être coincés dans quelque chose qui est en lien avec la peur. Ce n'est pas aidant de rester dans cette peur-là. En même temps, les gens qui utilisent le levier de la peur, quel que soit leur bord, savent entre autres que la peur est beaucoup plus puissant pour nous amener à bouger que la recherche de la joie, du plaisir ou du bonheur. Donc, c'est probablement pas innocent qu'effectivement, je vais presque dire, dans les différents bords qui peuvent s'exprimer autour de cette crise, il y ait une récurrence de la peur. Et je suis convaincu que l'addition de ces peurs ne fait qu'amplifier le problème. Ça ne résout rien. Ça ne me semble pas être la bonne direction. En même temps, l'idée, ce n'est pas de rejeter la peur. La peur est un bon serviteur et un mauvais maître. Simplement, il y a deux peurs à distinguer. Et vous pourriez faire ça avec n'importe quelle autre émotion. Il y a une peur saine. Une peur saine, c'est, par exemple, vous sentez qu'une peur se réveille en vous parce que vous êtes en train de vous approcher d'un Rottweiler et votre désir de caresser tous les chiens pourrait vous donner envie d'aller caresser ce Rottweiler qui tire sur sa chaîne, je sais pas quoi, moi, qui bave, qui grogne. Et il y a une alarme en vous qui vous dit c'est peut-être pas un bon plan d'aller caresser le Rottweiler. Et ça vous maintient en sécurité. Donc cette peur saine, elle va nous permettre de rester en sécurité, de mettre en place des protections. Elle est à un niveau suffisant pour que j'ai du discernement sur ce qui se joue vraiment et je vais pouvoir à partir de là avoir une action juste. Et puis à côté de la peur saine, il y aurait une peur malsaine. Alors vous pourriez mettre des guillemets autour de cette peur malsaine. C'est la peur qui devient excessive, c'est la peur qui m'envahit. Et aujourd'hui, dans la gestion de l'information, le risque, c'est que nous passions d'une peur saine à une peur malsaine. C'est-à-dire une peur qui est une information à une peur qui m'envahit. Par exemple, si vous savez qu'il y a 2 avions qui ont percuté 2 tours au World Trade Center en 2001, ça, c'est une information. Ça peut réveiller une peur, une envie de se protéger, et d'une certaine façon, c'est juste. Mais si vous êtes, comme moi à l'époque, resté devant les écrans et les journaux d'information continue et que vous avez vu des milliers d'avions taper des milliers de tours, petit à petit, cette peur saine est devenue une peur malsaine. Elle est devenue envahissante. Et aujourd'hui,
je dirais, quelle que soit la chaîne que j'allume, je vais rapidement tomber sur un reportage qui traite du Covid. Et des risques et des peurs et des tensions et des groupes qui s'opposent. Et le risque, c'est que j'ai plus simplement de l'information, je finis par être envahi par une émotion. Et dans la peur malsaine, ça va se traduire par de l'agitation ou par de l'inhibition. J'ose plus rien faire, j'ose plus sortir, j'ose plus parler à personne. Par de la destruction. Alors la destruction, ça prend évidemment des tournures différentes. Ça peut être simplement je m'oppose, mais je ne construis pas. Ça peut être je vais mettre le feu à un bâtiment ou je vais aller me battre avec des gens qui ne pensent pas comme moi. Dans le premier cas, dans la peur saine, ça nous permet d'agir. Dans la peur malsaine, je vais plutôt être en train de réagir. Par rapport à cette gestion de la peur ou d'autres émotions, je pense que nous gagnons à ralentir. Par exemple, regarder moins la télévision, prendre l'info dont j'ai besoin et couper la télé ou passer sur autre chose. Faire un pas de côté, prendre la mesure de peut-être ce qui se passe et notamment de ce qui se passe pour moi. Trouver des techniques pour restaurer ma paix intérieure. La paix intérieure, ça ne veut pas dire que je ne vois plus le danger, que je vais tout accepter, mais ça va me permettre d'être plutôt en train d'agir qu'en train de réagir. Et probablement que ce processus-là va nous permettre d'être davantage dans une action juste par rapport à cette peur malsaine. Je voulais à nouveau vous solliciter par une question du coup plus positive, qui est comment est-ce que vous qualifieriez, pareil en un ou deux mots, le monde dans lequel vous aimeriez vivre? Pareil dans le chat, en un ou deux mots, comment vous qualifieriez le monde dans lequel vous aimeriez vivre? Responsable, bienveillant, partagé, amour, sérénité, bienveillance, solidaire, plus optimiste, humain, bienveillant, solidaire, inclusif, j'aime beaucoup ce mot-là, fraternel, humain, calme, tolérant, un monde de sollicitude, humanisme, un monde plus détendu, oui, paisible, empathique, optimiste, réaliste, moins agité, plus calme, convivial, sûr. Bon, je ne vais pas tous les lire aussi, mais à nouveau, je me sens moins seul et j'ai vraiment envie de contribuer avec vous à ce monde-là que vous décrivez au travers des réponses que vous apportez. Alors, l'idée, effectivement, c'est plutôt d'être conscient de à quoi je veux contribuer plutôt que contre quoi je lutte. Et pour autant, savoir à quoi je veux contribuer, ça ne suffit pas. Probablement, vous avez entendu un jour un proverbe qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire, je peux très bien avoir ces bonnes intentions-là que vous écrivez, et puis dans la façon dont je vais mettre ça en mouvement, en musique, je vais peut-être utiliser des comportements qui vont aller à l'encontre de mon intention de départ. Par exemple, je voudrais mettre en place de la bienveillance et je vais mettre ça en place avec peut-être de l'exigence ou même une forme de violence parfois vécue par l'autre. Et finalement, je finirai par contribuer exactement à l'inverse du monde auquel je voulais contribuer au départ. L'idée, c'est qu'en fait, au point de départ, il y a une prise de conscience sur le monde tel qu'il devrait être. À mon avis, le monde devrait être comme ça. Pour moi, il n'y a pas de vision meilleure ou moins bonne qu'une autre. Il y a peut-être des visions que je partage et des visions que je partage moins. Mais en tout cas, chacun d'entre nous, nous pouvons avoir une vision de comment le monde devrait être, mais comme vous pouvez avoir une vision de comment votre entreprise devrait être, comment la société française devrait être, comment les relations humaines devraient se passer. Et là, je dirais globalement, je distingue trois types de comportements. Une première façon de se comporter que je peux observer, c'est le désir d'avoir raison. Alors, si l'ordinateur vient de me donner la main, voilà. Avoir raison, c'est-à-dire que je veux convaincre l'autre, je veux parfois même contraindre l'autre. En fait, je suis tellement convaincu que là où je veux amener le monde ou les autres,
c'est bon pour tout le monde, que je suis prêt à contraindre les gens pour faire ça. Il y a une autre façon, c'est de me dire, ah, je veux avancer vers ce monde-là, mais je ne veux pas avancer tout seul, et je vais vouloir coopérer avec mon interlocuteur. Et là, la démarche va être différente. C'est-à-dire, plutôt que de faire admettre à l'autre qu'il se trompe et le forcer à se ranger à mon avis, je vais chercher les leviers, j'allais dire les leviers du changement pour l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, imaginons qu'un de vos souhaits, c'est qu'il y ait moins d'animaux tués parce que vous trouvez que la consommation de viande consomme beaucoup trop d'eau, que pour 1 kilo de protéines animales, on consomme beaucoup plus d'eau que pour 1 kilo de protéines végétales. Je dis ça, je ne suis pas un spécialiste, hein, admettons que ce soit vrai. Et vous êtes en face de quelqu'un qui, en fait, n'en a rien à faire de la consommation d'eau. Dans le premier cas, vous allez vouloir lui démontrer qu'il se trompe, que c'est important, l'eau. Dans le deuxième cas, vous allez chercher qu'est-ce qui pourrait donner envie à l'autre de consommer moins de viande, et peut-être que vous allez découvrir que lui, ce qui l'intéresse, c'est la souffrance animale. Et bien, l'idée de la coopération, c'est d'aller chercher le levier présent chez l'autre qui pourrait lui donner envie de rejoindre le mouvement qui consisterait, par exemple, à consommer moins de viande. Et puis, pour moi, il y aurait une troisième façon, même si elles ne sont pas évidemment aussi étanches les unes entre les autres, c'est de viser le bien de l'ensemble, c'est-à-dire déjà raisonner en termes de comment je peux inclure tout le monde dans ma démarche. Comment je peux non seulement contribuer à quelque chose qui, de mon point de vue, va être bon pour tout le monde, mais en incluant chacun là où il en est. Vous voyez bien que dans la première méthode, si je veux absolument avoir raison sur l'autre, je vais plutôt avoir de la séparation, créer de la division. C'est ce que vous pouvez voir dans certains débats aujourd'hui à la télé, c'est ce qui peut se passer entre amis parfois quand nous sommes pro-anti-masque, anti-vaccin. Ça crée de l'opposition. Au passage, c'est éventuellement ce que vous pouvez vivre aussi sans aller jusqu'à l'échelle de la société quand vous faites un repas de famille où vous êtes bien hydraté avant le repas, pas mal pendant, et qu'au moment du digestif arrivent des sujets aussi légers que la peine de mort, l'avortement, les gilets jaunes, le mariage pour tous, pour qui tu as voté aux dernières présidentielles. Il y a beaucoup cette idée d'opposition, c'est ce qui fait que régulièrement, il y a des tensions dans ces repas-là. Parce que moi j'ai raison, l'autre a tort, sauf que l'autre refuse de reconnaître qu'il a tort, donc ça crée de l'opposition. C'est un cheminement qui est exclusif, c'est-à-dire qu'il exclut ceux qui ne pensent pas comme moi. Et en fait, quand on exclut quelqu'un, on augmente sa résistance. C'est un système qui peut nous paraître rapide. En fait, il l'est si vous avez le pouvoir d'imposer aux autres. Si vous n'avez pas le pouvoir d'imposer, ça risque d'être plus long, finalement. Et pour ceux qui ont déjà entendu parler de cette vision du monde, c'est une vision du monde gagnant-perdant. Je veux gagner et je suis prêt à ce que l'autre perde. Si vous restez longtemps dans des postures gagnant-perdant, vous avez de grandes chances quand même de finir dans une posture perdant-perdant. Parce que vous n'avez pas ce que vous voulez, l'autre n'aura pas ce qu'il veut non plus. A contrario, si nous tendons vers une philosophie qui cherche à inclure tout le monde, nous allons plutôt viser l'unité, le fameux bien de l'ensemble. C'est une démarche qui est inclusive. Comment je fais en sorte que chacun y trouve son compte, au mieux en tout cas. Nous cherchons l'acceptation. En sociocratie, on parle d'une démarche qui soulève le moins d'objections possibles. Donc, ce n'est pas un bisounours, on sera tous d'accord, mais au moins une démarche qui soulève le moins d'opposition possible. C'est une démarche qui est plus lente, qui va demander des allers-retours, qui va demander de se parler, qui va nous demander parfois d'apprendre à se parler. Et dans certains cas, qui va nous demander de travailler sur nous pour être capable d'être dans cette vision-là, de passer de la vision de gauche à la vision de droite. Et c'est ce qu'on appelle une vision gagnant-gagnant. Je voudrais revenir à mon exemple autour de cette file d'attente devant ce McDonald's. Alors, vous pouvez être heurté par ça pour différentes raisons, parce que c'est une multinationale, parce qu'elle est américaine, peut-être parce que pour vous, ce n'est pas une nourriture saine et bonne pour les gens. Et je voulais partager
d'autres façons qui ont été employées pour gérer cette façon de s'alimenter ou de consommer, avec des façons qui, pour moi, luttent contre. Et quand je lutte contre quelque chose, je le renforce. Donc, par exemple, je suis tombé sur ces deux images. Une qui cherche à me culpabiliser en disant que si je mange un nugget chez McDo, alors je cautionne toute la politique mondiale de McDonald's. Donc là, soit vous êtes libre et du coup, ça ne vous influence pas et vous faites ce que vous avez à faire, soit vous êtes soumis et vous vous rangez à l'idée qui est développée ici, ne serait-ce que pour appartenir au groupe, être avec tout le monde. Ce n'est pas forcément votre élan premier, ou éventuellement vous allez aller devant tout le monde, vous dites que vous ne le faites pas, puis en cachette, tard le soir, masqué, ça tombe bien, vous allez récupérer votre Big Mac. Ou alors vous êtes rebelle, et le simple fait qu'on vous interdise ou qu'on veuille vous culpabiliser fait que vous allez aller consommer 2 fois plus. Je vais te montrer que je suis libre, je consomme 2 fois plus. Ce qui fait que, d'une certaine façon, le message qui est pour objectif de réduire une consommation aura comme conséquence possible que vous consommiez davantage. Et puis, il y a quelques temps de ça, j'ai vu l'autre publicité qui parlait de boycott, et à côté, j'ai vu une publicité qui parlait de boycott. C'est-à-dire plutôt que de pointer les structures vers lesquelles il ne fallait pas consommer, le message, c'était plutôt voilà vers quoi je vous invite à consommer. Là où nous en sommes, je voulais vous partager un proverbe que j'aime beaucoup, que j'utilise régulièrement en gestion de conflits. Et je pense que de notre point de vue, enfin de mon point de vue, nous gagnerions à l'avoir en tête dans ces moments de tension que nous pouvons vivre. Être en colère, ça peut arriver à tout le monde et c'est facile. Mais exprimer sa colère à la bonne personne, avec la bonne force, au bon moment, à de bonnes fins et de la bonne façon, ça c'est autre chose. Et c'est pour moi ça qui va faire la différence. Ce n'est pas le fait d'avoir une cause, ce n'est pas le fait qu'elle soit juste, c'est la façon dont je vais y prendre pour la mettre en œuvre, pour l'incarner. Et voilà, j'avais envie de partager sur le même thème en fait, cet après-Covid, cette consommation, d'autres façons de communiquer qui m'ont plu davantage. Par exemple, cette affiche, j'imagine, qui propose des choses. Voilà, je peux fabriquer mes produits, je peux acheter avec des contenants qui se renouvellent, je peux être plus dans le prêt, je peux baisser le prêt d'outils, par exemple, je peux baisser la température de mon appartement. Et puis une autre qui proposait des prises de conscience avec voilà, des choses moi, qui m'ont fait sourire autour de Blanche-Neige, qui on propose de croquer une pomme moche au lieu de l'acheter. Et puis comme sur la conférence précédente, je voulais partager du Gandhi parce que ça fait partie des personnes qui m'inspirent. Et notamment cette phrase que je pense la plupart d'entre vous, vous connaissez, c'est « Soyez le changement que vous voudriez voir dans le monde ». Si je veux un monde tel que vous le décrivez, alors je ne les ai plus parce que j'ai plein de bonsoirs d'un coup, mais bienveillant, harmonieux, tolérant, cool, et ben c'est comment moi je vais incarner ça dans ma façon de me comporter. Si je souhaite qu'il y ait une consommation plus locale, comment je vais incarner ça dans ma façon de consommer. Et l'idée, ce n'est pas de devenir un intégriste de ça, c'est aussi de reconnaître qu'à des moments, je ne serai peut-être pas à cet attendu-là. C'est d'être bienveillant, cool aussi avec soi quand nous ne sommes pas à cet endroit-là. Et peut-être que ça va nous demander encore une fois d'aller regarder nos ombres et de grandir en tant que personne pour pouvoir incarner ça. Je suis convaincu que la crise que nous traversons, sanitaire, économique, et voilà, qui existe sur d'autres plans, elle a une vertu, c'est de nous bousculer et de nous inviter à cheminer. Chacun avec son niveau de conscience et ses propres capacités. Voilà, puis je voulais partager ces deux dernières façons de parler de consommation et d'alimentation, que voilà, ils m'ont vraiment plu. C'est une invitation à consommer local, et surtout celle de droite, qui est vraiment très simple, très pragmatique. Si tu peux, tu mets. Si tu ne peux pas, tu prends. Pour résumer ces
cette troisième voie ou cette réflexion sur comment je veux contribuer. Je voulais aussi partager ces deux images, celle de gauche qui montre que plus on va vouloir taper plus fort que l'autre, ben plus on nourrit ce que nous dénonçons. Et à un moment donné, forcément, ça va casser, avec des formes différentes à ça. Et le simple fait de dire que c'est l'autre qui a commencé ou que c'est l'autre qui tape le plus fort ou que l'autre le fait aussi ne changera rien à ça. Et puis, il y a celle de droite qui, personnellement, m'inspire davantage, qui est incarner quelque chose et accepter qu'avec le temps, ça puisse devenir contagieux, comme quoi il y a des contagions positives, jusqu'à ce que petit à petit, il y ait un point de bascule. Voilà pour cette première partie de la conférence. Est-ce que... Hop, je vais remettre du son. Est-ce que, Séverine, il y a des questions, des remarques? Ou si vous en avez là maintenant, bah, vous pouvez les poser dans le chat. Oui, en fait, on avait des remarques au fur et à mesure. Ouais. Euh, donc, Gilles qui nous disait que pour le modèle rêvé, enfin, du moins le monde dont on rêve, il faut être au moins deux. Voilà, j'ai Emmanuel. Ah oui, non, mais qui disait plutôt effectivement hein, que enfin, c'est Didier et Emmanuel qui échangeaient sur le fait qu'ils essayaient de s'éloigner, en tout cas, des infos continues. Ça, j'avais vu ça. Et en même temps, moi, j'ai essayé d'enlever les bips et j'y suis arrivée. Donc, c'est pour ça qu'il y avait plein de gens qui m'ont aidé aussi pour ça. Mais franchement, ça serait super que vous puissiez nous partager peut-être voilà, des questions, des remarques, effectivement, par rapport à cette première partie. Des personnes en salle d'attente. Ah oui, oui, oui. Donc, il y a Didier qui propose de nous faire un apport complémentaire par rapport à l'inclusion. Bah, Didier, si vous voulez vous exprimer ou nous envoyer un commentaire comme tu veux, Philippe. J'imagine que le commentaire serait peut-être un peu compliqué sur le chat. Et ma crainte, c'est que si d'autres veulent le faire, ça peut devenir compliqué pour la conférence. Donc, OK, peut-être pour une personne, je vais juste réagir à ce que tu me partageais là. Une personne qui dit qu'il faut être au moins deux. En fait, j'ai une vision différente. Je pense qu'il faut qu'il y ait au moins moi. Parce que si je commence à attendre qu'on soit deux, le chemin ne se fera pas. Vous pouvez regarder, alors malheureusement, je pense que je déplore, je regrette qu'on n'en fasse pas davantage la promotion, mais il y a des personnes qui un jour ont eu une idée et se sont dit je vais le faire. Par exemple, il y a un monsieur, j'espère que vous le connaissez, ce n'est pas le cas, allez lire ou écouter des interviews de lui, c'est Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, il était OS chez Renault, si je me souviens bien. Et un jour, il a dit cette vie ne me va pas, je quitte tout. Il a trouvé une terre dont personne ne voulait, de mémoire en Ardèche, et il a commencé tout seul à appliquer une autre façon de vivre, une autre façon de cultiver. Et aujourd'hui, Pierre Rabhi, ben, il a fait école. C'est lui qui est de l'origine de Colibri. Il y a des sociétés, des villages qui se montent sur ce modèle-là. On vient le chercher pour aller dans certains pays d'Afrique où il y a des problèmes d'eau, pour voir comment est-ce qu'on peut cultiver autrement. D'une certaine façon, il a démarré tout seul. C'est lui qui a pris cette décision. Après, effectivement, si nous sommes 2, 3, 4, 10, ça peut être intéressant. Et en même temps, vous allez voir qu'à mesure que le groupe grandit, eh ben, les mêmes tensions relationnelles vont apparaître. Donc là aussi, ça va probablement demander de nous ajuster, de ralentir. Donc, je dirais, si vous déjà vous êtes prêt dans votre coin à faire quelque chose, faites-le et, et laissez-vous surprendre avec l'idée que ça peut faire tâche vide. Alors je suis Ouais, d'accord du coup pour donner 5 minutes. Pardon? oui, j'aime beaucoup ce que dit Laurent là, qui dit je me transforme et par mon exemple, mon rayonnement, je change le monde. C'est ça. Mm. C'est ça. Donc voilà, maintenant vous avez Gandhi et Laurent. Du coup, si tu veux donner la parole, mais sur 2 minutes, parce que voilà, il y a d'autres choses qu'on a à voir dans la conférence, à la personne qui l'a demandé tout à l'heure. Bah, je crois que c'était Didier, hein. Didier, si vous voulez partager, c'est OK. Oui, merci. Merci Philippe pour votre conférence. Je voulais simplement noter, ou en tout cas relever un point très important. J'ai la chance, donc je suis ESC Clermont 95, je travaille dans l'insertion professionnelle depuis 20 ans, et j'ai la chance également, à titre personnel, d'être impliqué dans un certain nombre d'associations, fondations, notamment Fondation Agir contre l'exclusion.
Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que à cause du Covid, de la Covid, la pauvreté a fortement augmenté. Le Secours populaire parle de 9 à 10 millions de personnes aujourd'hui, 1 million de personnes en plus dans la pauvreté. En 2021, il va y avoir une très grosse vague, a priori, malheureusement, au premier semestre de chômage qui peut concerner 500, 600 000 personnes en plus, on verra. Et l'idée, en fait, par rapport à un certain groupe, notamment la Fondation Agir contre l'exclusion, c'est d'essayer de passer d'une société où on essaye d'insérer les gens de manière plus ou moins brutale, d'imposer plus ou moins des postes, des métiers. On sait très bien que l'hôtellerie-restauration, ça se casse la figure, donc on aura plus de besoins, on a plus de besoins sur la santé, sur le service à la personne. L'idée, c'est de passer à une société inclusive, c'est-à-dire non plus imposer des choix de métiers, de secteurs à des personnes, mais imposer des choix, on va dire, copartagés. Et dans l'inclusion, il y a aussi l'idée d'intégrer plus facilement ce qu'on appelle les invisibles, c'est-à-dire les personnes qui sont en dehors du marché du travail et qui sont complètement exclues de tout système social ou autre. Et puis aussi les personnes dans la société, dans l'entreprise, qui sont invisibles parce que pas à leur place, pas à leur poste, les personnes multipotentielles qui sont un peu mises de côté, etc., etc. Donc il y a un gros sujet là-dessus, sur l'inclusion. Merci Didier. Merci. Merci. Et puis merci pour cette initiative qui cherche à inclure des personnes. J'aime bien l'idée malheureusement du terme invisible, pas dans les stats. Je vais pousser plus loin l'idée d'inclusion. L'inclusion pour moi, c'est aussi j'inclus les gens qui me dérangent. Par exemple, tant qu'on fera une opposition entre les riches et les pauvres, avec d'un côté les méchants et de l'autre les bons, on fera de l'exclusion, on ne fera pas de l'inclusion. Quand on va vouloir jouer une religion contre une autre, au lieu de chercher à les faire vivre ensemble, quand on oppose les hommes et les femmes, tous ces endroits d'opposition vont créer du conflit. Et je pense que l'inclusion la plus difficile à faire, c'est l'inclusion des personnes qui me dérangent. Et elles peuvent avoir des caractéristiques très différentes selon qui nous sommes et là où nous en sommes. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, Séverine? Parce que du coup, j'ai du mal à suivre le... Alors, attends. Oui. Alors, écoute, oui, il y avait Céline qui disait que ça lui évoquait l'histoire du colibri. Hein. Donc, oui. Ça, voilà. Et puis Frédéric qui nous disait que dans l'esprit donc, de tes propos, hein, voici une règle de la santé holistique, l'énergie suit la conscience. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Tout à fait d'accord avec ça. Je vais même aller plus loin, je pense que nous allons attirer à nous ce avec quoi nous vivons. Donc, je vais attirer à moi ce dont j'ai peur si je vibre de la peur, ou je vais davantage attirer à moi ce qui me semble positif si je suis dans une énergie plus positive. Oui, je suis d'accord avec ça. Voilà, donc c'est tout, Philippe, pour l'instant. Ok. Il y aura une deuxième session de partage ou de questionnement juste avant la fin de cette conférence. Je prends la main sur PowerPoint. Là, maintenant, je voulais vous apporter quelques concepts, cette fois-ci, dans l'idée de pouvoir soutenir vos démarches. Je dirais pas tant pour vous, parce que vous pouvez peut-être davantage vous gérer, mais gérer les démarches qui vont nous amener à être 2, 3, 4 au travers d'échanges entre amis, encore une fois, dans l'entreprise, en famille, avec cette conscience qu'on ne fait pas pousser un arbre plus vite en tirant dessus. C'est humain de vouloir être plus loin que là où nous en sommes, c'est humain de vouloir que ça aille plus vite, et en même temps, tout organisme vivant a un rythme pour avancer, et si on veut amener cet organisme au maximum de sa potentielle vitesse, c'est comme un arbre, c'est en respectant le fait qu'il y ait des cycles et en amenant à la personne ou à l'arbre ce dont elle a besoin au moment où on en a besoin. Trop d'eau, pas assez d'eau, ça ne va pas être aidant pour l'arbre. Hein. Trop d'engrais, pas assez d'engrais, ce n'est pas aidant pour l'arbre. C'est pareil pour l'humain. Et dans notre façon de cheminer, il y a globalement 4 étapes par lesquelles nous allons passer. Première étape, c'est je suis inconsciemment incompétent. C'est-à-dire je n'ai pas conscience que je ne sais pas, je n'ai pas conscience que j'ai un mode de fonctionnement, de consommation qui va même des fois à l'encontre de mes propres valeurs, de mes propres intentions. Je n'ai pas conscience de l'impact
que j'ai sur les autres, sur la société, sur le monde. Et nous tous là, réunis pour ce webinaire, il y a forcément des endroits de notre vie où nous sommes là-dedans. Hein, la personne omniconsciente, elle n'existe pas. Et tant que je vais rester là-dedans, ça va être compliqué de pouvoir évoluer. Pour évoluer, l'étape d'après, c'est de devenir consciemment incompétent. C'est-à-dire, c'est le moment parfois douloureux où je me rends compte que j'ai un impact sur les autres, que je me rends compte que je ne me rends pas la vie belle, que je me rends compte que je pourrais… visiblement, il y a des gens qui font autrement, même si je ne sais pas comment, et qui obtiennent des résultats qui sont peut-être davantage ceux que j'aimerais avoir. Mais pour l'instant, je ne sais pas faire. L'étape d'après, qui est la véritable étape du changement, c'est je deviens consciemment compétent. C'est-à-dire c'est le moment où je vais mettre en place des choses dans ma vie de manière consciente. Ça me demande beaucoup d'énergie. Hein. Par exemple, si vous décidez demain de passer d'une alimentation avec de la viande à, je sais pas, être vegan, vous ne ferez pas ça en 2 jours, hein, parce que ça va vous demander de voir comment vous obtenez les mêmes groupes d'aliments autrement. Ça va vous demander de trouver des endroits où vous pouvez acheter, peut-être d'apprendre à cuisiner différemment. Donc, ça va vous demander du temps. Et ça va être vrai pour n'importe quel changement que nous pourrions être amenés à vivre. Et cette étape, elle est plus ou moins longue, comme la précédente. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça ne me demande plus d'effort de faire quelque chose. Hein, au début, je ne triais pas. Au début, puis je me dis, je gagnerais peut-être à trier. Puis je vois toutes ces poubelles, les plastiques, s'il est mou, s'il est dur, ça doit aller là. Puis il y en a, je ne sais pas s'ils sont mous, s'ils sont durs, c'est compliqué. Et puis un jour, bah, je suis capable de trier. Ça me demande plus d'efforts que l'époque où je ne triais pas. Et quand je suis inconsciemment compétent, je suis sur un domaine. Je ne suis pas sur tous les domaines. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, je peux trouver un autre aspect de mon existence où peut-être je suis encore inconsciemment incompétent et je pourrais là aussi évoluer, avancer. Pour soutenir cette évolution, eh ben, ça va demander du temps. Et puis, ça va me demander aussi de voir le sens de tout ça. Et puis, ça va me demander de trouver qu'on me propose des options à m'apporter. Si vous voulez que les autres soient déjà arrivés avant même d'être partis, il y a de grandes chances qu'ils se découragent. Par contre, si vous leur montrez qu'ils ont déjà fait un tout petit pas et que c'est super et que vous pouvez le valoriser, c'est très bien. Ils vont avoir besoin d'avoir de permission, la permission de se tromper, d'essayer. Donc le droit à l'erreur. Vous allez les soutenir davantage par des encouragements que par des jugements, qu'en leur montrant l'écart qu'il y a entre là où ils en sont et là où vous voudriez qu'ils soient. Et puis aussi en reconnaissant les freins qu'ils peuvent rencontrer et surtout tous les efforts qu'ils ont fournis. Souvent, notre envie d'absolu fait que nous avons du mal à faire ça. Nous nous focalisons sur le bout qui reste à parcourir. Et au bout d'un moment, vous avez des personnes qui vont juste arrêter et qui, par exemple, quitter l'association, quitter le groupement, renoncer, parce que globalement, ils ne sont pas suffisamment soutenus, reconnus pour tout ce qu'ils vivent et tout ce qu'ils apportent. Dans les pratiques qui vont aider, il y a questionner et écouter. Plutôt que de tout de suite arriver avec des arguments, prenons le temps de questionner l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'il souhaite maintenir le comportement qu'il a aujourd'hui? Quel est le frein qu'il rencontre et qui l'empêche de passer l'étape d'après importante pour lui, même si elle va dans le sens de ce que je voudrais moi. Prenons le temps d'écouter et je dirais d'écouter pour comprendre. Alors parfois, nous voulons écouter pour répondre, pour réagir. Donc, je n'écoute pas vraiment. Et souvent, c'est ça qui fait que je démarre qui a tort, qui a raison. Ce qui m'évoque une phrase de Marshall Rosenberg qui disait que dans la vie, il faut choisir entre avoir raison et être heureux. Apprenons à accueillir l'autre avec empathie, aussi bien pour les moments difficiles qu'il peut traverser que pour ses succès. Donnons de la reconnaissance pour tous les pas, même les plus infimes, qui vont dans la direction de ce qui est important pour nous. À chaque fois que nous faisons ça, nous incitons l'autre à continuer à reproduire. Et apprenons à argumenter en fonction des leviers de motivation de l'autre. Vous voyez que ce qui est préconisé là, c'est assez loin de ce que peut-être vous pouvez vivre quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous et qu'il vous juge
qu'il vous disqualifie, qu'il se moque, qu'il veut vous mettre la pression. Ces façons de faire ne sont pas aidantes, même si elles sont humaines. Et puis, je voulais vous partager un concept qui s'appelle les cercles de croissance, qui a été développé par un psychologue français qui habite du côté de Compiègne, qui s'appelle Michel Kessler, et que j'ai eu la joie de croiser sur mon parcours. C'est un concept qui se propose de faire un lien entre nos différents plans de besoins, ce qui nous motive, et la dynamique de croissance ou de régression dans laquelle nous allons pouvoir être. Pour moi, l'idée, c'est que nous puissions comprendre, encore une fois, combien, avec une intention louable, nous nous y prenons parfois d'une certaine façon qui crée exactement l'inverse de ce que nous voulions. Et vous allez aussi comprendre pourquoi, peut-être dans votre couple, dans votre cercle d'amis, dans votre association, dans votre entreprise, il y a des choses qui ne se passent pas bien, alors même que tout le monde a envie de bien vivre dans cet environnement-là. Alors, cette théorie reconnaît 5 grands plans de besoins. Il y a d'autres théories qui vont les décliner, mais globalement, vous retombez sur ces 5 grands plans de besoins. Le plan des besoins physiques, alors physique, matériel, le fait de pouvoir me nourrir, le fait de pouvoir me vêtir, d'avoir un toit sur ma tête. Le plan des besoins affectifs. Donc là, vous pouvez mettre le plan des besoins relationnels et qui sont pas mal maltraités en ce moment. Le fait d'être aimé, d'être reconnu. Le plan des besoins intellectuels, c'est-à-dire le besoin de comprendre, le besoin d'apprendre. Les besoins spirituels. Alors, spirituel, ici, c'est déconnecté de la religion, même si vous pouvez avoir une spiritualité en lien avec une religion. La spiritualité ici, c'est l'idée que je suis relié à quelque chose de plus grand que moi. Alors, peut-être que plus grand que moi, c'est mon couple, peut-être que plus grand que moi, c'est la société, et peut-être que plus grand que moi peut être encore plus grand que ça. Et puis, le plan des besoins oniriques. Le besoin onirique, c'est le besoin de rêver. Alors, aussi bien de rêver endormi que de rêver éveillé. Par exemple, rêver ce monde d'après, rêver ma relation, rêver un projet, vouloir que demain soit meilleur pour moi qu'aujourd'hui ou qu'hier. Si je prends soin de nourrir ces différents plans de besoins, ou si je suis dans un environnement qui contribue à nourrir ces différents plans de besoins, la première chose que je vais éprouver, c'est du plaisir. Du plaisir, de la joie, toutes les émotions agréables que vous pouvez imaginer. Vous avez très faim, vous mangez un plat qui vous cale, vous aurez du plaisir. Vous avez envie de stimulation gustative, le plat est savoureux, vous aurez du plaisir. Si je continue à nourrir les plans de besoins qui sont importants pour moi, ou mes différents plans de besoins, eh bien, je vais passer à un stade plus élevé, c'est que je vais aller vers de la réalisation. C'est-à-dire que je vais construire, je vais agir pour petit à petit construire une vie qui me ressemble, contribuer aux projets qui sont importants pour moi, m'investir. À partir du moment où ça nourrit mes différents plans de besoins. Si je continue à faire ça, je vais développer mon autonomie. C'est-à-dire que je vais être de plus en plus capable d'agir par moi-même et d'agir par moi-même avec les autres. L'autonomie ne voulant pas dire l'indépendance, c'est-à-dire au sens seul. Autonomie, ça vient de autonomer, c'est-à-dire c'est ma capacité à nommer par moi-même ce qui est juste et ce à quoi je veux contribuer, et je peux le faire avec les autres. Et puis, si je continue à nourrir mes différents plans de besoins, après l'autonomie, ce qui va être nourri chez moi, c'est le sens. Ma vie a du sens. Je me lève le matin et j'ai du plaisir à me lever, j'ai du plaisir à aller travailler parce que mon job a du sens. J'ai du plaisir à passer, je ne sais pas quoi, mes samedis dans telle ou telle association, l'association Agir, je ne sais pas s'ils recrutent, ou Resto du Cœur, ou que sais-je, parce que ça a du sens pour moi. Et quand ça a du sens, en fait, ça me consomme peu d'énergie et ça m'en donne. Ça, je dirais, c'est la dynamique quand tout va bien, que les différents plans de besoins, physiques, affectifs, intellectuels, spirituels, oniriques, sont nourris. Malheureusement, il peut arriver parfois que un plan de besoin important pour moi ne soit pas nourri, voire plusieurs plans de besoin ne soient pas nourris. Si les personnes qui veulent contribuer à ce monde d'après ne prennent pas soin dans leur démarche de nourrir mes différents plans de besoin, ce qui risque de m'arriver, c'est d'abord de vivre la frustration, avec toutes les émotions désagréables que vous pouvez associer, la colère, la peur, la tristesse.
si je continue à ne pas pouvoir nourrir mes différents plans de besoin, eh bien, cette frustration va se traduire par des comportements de destruction. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a différents niveaux de destruction. Il y a l'auto-sabotage, je m'empêche de réussir. Il y a l'opposition, il y a ces fameux débats pour-contre, et puis ça peut aller bien au-delà. La destruction, ça peut être, encore une fois, mettre le feu à quelque chose, ça peut être tuer quelqu'un, parce qu'il n'est pas d'accord avec moi. J'étais j'avais effrayé en regardant un reportage sur le Brexit, de voir qu'il y avait des gens qui avaient tué un député ou une sénatrice, je ne sais plus, simplement parce qu'elle n'était pas du même avis que la personne qui l'a tué. Ça peut aller jusque-là. Évidemment, ça dessine un monde. Est-ce que c'est celui auquel je veux contribuer? Et puis, si je continue à ne pas pouvoir nourrir mes besoins, si la société qu'on me propose continue à ne pas nourrir les besoins qui sont importants pour moi, même si c'est pour la bonne cause, eh ben, je vais nourrir de la dépendance. Alors, la dépendance, évidemment, possiblement à l'alcool, aux drogues, mais je peux devenir dépendant au conflit. C'est-à-dire, j'ai besoin de m'opposer. Dès que quelqu'un a un avis, il faut que je sois contre. S'il y a un endroit où il y a l'occasion de râler, je vais y aller. Dans les dépendances, il y a la dépendance et la contre-dépendance. La contre-dépendance, c'est quand je m'oppose. Et la dépendance, c'est quand j'ai besoin que les autres soient positionnés pour dire que je suis d'accord avec eux et suivre le mouvement. Et puis, si je continue à être dépendant et à toujours pas pouvoir nourrir mes différents plans de besoin, alors je vais arriver au non-sens. Alors, ça peut être parfois un non-sens localisé. Mon boulot n'a plus de sens, mon couple n'a plus de sens, la société n'a plus de sens, mais parfois ça peut aller bien au-delà. C'est ma vie n'a plus de sens. Et quand ma vie n'a plus de sens, ben, éventuellement me supprimer, ce n'est pas une grande marche. Et éventuellement supprimer l'autre avec, ce n'est pas un problème non plus. Donc, mon invitation, si vous voulez contribuer à un monde d'après, qui pour moi en fait n'est que le monde de maintenant, je vous invite à avoir une démarche qui évidemment nourrit vos plans de besoin, mais prend en compte l'ensemble en réfléchissant à comment est-ce que nous pouvons au mieux nourrir les différents plans de besoin des personnes qui sont concernées par les changements que nous voudrions voir s'incarner, se réaliser dans la société dans laquelle nous sommes. Et du coup, avant la dernière question de ce webinaire, je voulais vous parler d'un concept qui m'est cher, qui est le concept du tantième, le tantième du monde. Si vous êtes propriétaire dans un immeuble, vous avez peut-être eu la joie d'assister à des réunions de copropriétaires où vous allez voter pour des décisions en fonction de la surface que représente votre appartement par rapport à toute la collectivité. Ça s'appelle votre tantième. Pour moi, l'idée du tantième, c'est que moi, Philippe, je détiens un tantième du monde. Je détiens un tantième de la société, je détiens un tantième de l'ambiance de l'entreprise dans laquelle je suis, je détiens un tantième de l'ambiance de la famille dans laquelle je vis, je détiens un tantième du couple dans lequel je suis. Et pour moi, la question que nous pouvons nous poser, c'est qu'est-ce que nous avons envie de faire de ce tantième-là? Quand nous votons et quand nous consommons, quand nous parlons, quand nous agissons, nous faisons usage de notre tantième. Et l'idée, c'est pour moi de développer davantage de conscience de qu'est-ce que je veux faire de ça. Et effectivement, quelqu'un parlait du colibri. J'aime bien cette idée du colibri parce que dans ce tantième-là, il ne nous est pas demandé de faire une révolution. Il ne nous est pas demandé sur nos seules épaules de prendre en charge, encore une fois, toute la société, toute l'entreprise, tout le couple, tout le groupe, l'association dans laquelle je suis. Mais il nous est demandé de réfléchir à quelle est l'action ou les actions que je vais poser, et parfois les plus petites actions que je vais poser qui vont dans le sens de ce à quoi je veux contribuer. Dans la métaphore du colibri qui a été développée popularisée en tout cas par Pierre Rabhi, c'est l'idée qu'il y a un incendie dans la savane, que tous les animaux s'en vont, et qu'il y a un colibri qui va prendre une goutte dans la rivière et qui la met sur l'incendie, et qui fait des allers-retours comme ça jusqu'à ce qu'un animal l'arrête en lui disant que ce qu'il est en train de faire ne sert à rien, et le colibri répond oui, je sais, mais je fais ma part. Pour moi, cette part, c'est notre tantième du monde. Et donc, la dernière question que je vous pose, alors peut-être qu'elle vous demandera plus qu'un mot,
peut-être une phrase. Je verrai comment c'est possible de pouvoir en lire un maximum. C'est quelle est l'action même la plus petite que vous envisagez pour contribuer à votre mesure au monde d'après auquel vous aspirez? Qu'est-ce qui vous vient? Quelle est la chose que vous ne faites pas aujourd'hui et que vous pourriez faire demain? Ou quelle est la chose que vous faites déjà et que vous pourriez faire davantage pour contribuer à ce fameux monde dont vous avez parlé dans les 2 premières questions? Ne pas écouter les jouements des tatous. Le tatou, c'est un animal, je suis pas sûr de tout comprendre. Mieux écouter les autres. OK. Alors, la question, on la gérera après. Le temps de questionnement arrivera juste après ce temps-là. Aller vers les gens sans a priori. OK. Favoriser l'inclusion, notamment des invisibles. Oui. Apprendre. Amener plus de rire au cœur de mon accompagnement. Écouter. Pas écouter dans le jugement. M'impliquer dans une association auprès des Punis. OK. Regarder, écouter, considérer, ne pas juger. Végétarien, j'imagine devenir végétarien, prendre du recul, inclure, réinventer la joie dans le monde, rêver un peu plus du monde d'après. Ok, super. Alors, je vais juste rebondir sur ce que vous avez écrit. Si demain, vous voulez contribuer à ce monde-là, ce qui va être aidant, c'est que vous transformiez tout ça en actions concrètes. Par exemple, si je dis, moi, je veux amener davantage de joie dans mon entreprise, dans mon couple, dans mon association, la question, c'est concrètement, je fais comment? Sinon, ça reste une intention et elle risque de se perdre. Déjà que vous connaissez le pouvoir des bonnes résolutions du Nouvel An, et ben les intentions, parfois, elles se perdent parce qu'elles ne sont pas suffisamment ancrées dans quelque chose de concret. Les livres et le blog de Philippe Garrick. Merci Didier. Merci, c'est gentil. Voilà, puis je prendrai le temps, après la conférence, de lire toutes vos réponses aux 3 questions. Juste pour mon plaisir. Et Philippe, est-ce qu'on a le temps d'écrire une action concrète, si ça nous parle? Oui, bien sûr. Allez-y. Et là, nous sommes sur le 2e temps de questions ou de partage de ce qui a pu être dit sur le chat pendant que je parlais. Séverine, est-ce que tu as des questions, des retours que tu voudrais partager? J'ai Didier qui, tout à l'heure, nous avait demandé la référence sur les cercles de résonance, je crois. Les cercles de croissance. De croissance, oui, excuse-moi. Alors, la référence, c'est Michel Kasher. Il y a, à mon sens, pas d'ouvrage qui traite de ça, parce que Michel n'a pas beaucoup écrit. Là, il écrit un bouquin, mais qui n'est pas là-dessus. Moi, j'envisage de le mettre dans un livre, mais que je n'ai encore pas écrit. Mais vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube une vidéo qui réexplique ce que je viens de vous expliquer là, qui s'appelle le cercle de croissance. Je crois que je n'ai pas modifié le titre. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? J'ai vu que quelqu'un avait posé une question, j'ai dit que j'y répondrais, sauf que je ne sais plus où elle est. Si vous voulez bien me la remettre, la question. Je crois que c'était Didier, non, sur le fait de répondre à ses besoins, mais à titre professionnel, je crois que c'était ça. J'ai vu ça. Est-ce qu'on peut nourrir nos plans de besoins à titre professionnel? Je ne sais pas trop, Didier, ce que vous vouliez dire exactement derrière ça. Peut-être reposer votre question. Comment une société en crise profonde telle que nous la connaissons aujourd'hui, nous pouvons nourrir nos plans de besoins à titre professionnel? Je crois que le jour où je suis capable de répondre à cette question-là, je deviendrai milliardaire avec le bouquin que j'écrirai avec ça. Je pense que malheureusement, il n'y a pas une réponse que je peux donner de façon universelle. Il faudrait que je puisse échanger avec Didier dans son travail, comme je pourrais échanger avec Jérôme ou avec Emmanuel, parce que les réponses, elles sont personnelles et locales. Pour moi, elles ne sont pas globales. Donc, je ne sais pas répondre à ça. Et en même temps, je vois bien que c'est une question qui se pose pour moi aussi, et que ce qui peut nourrir les différents plans de besoins au niveau professionnel aujourd'hui, c'est peut-être pas ça qui va nourrir mes différents plans de besoins dans 15 ans ou même simplement dans 2 jours. Donc, il y a quelque chose de vivant à garder autour de ça. Et peut-être que déjà, je peux me re-questionner régulièrement en termes de comment sont nourris mes différents plans de besoins sur mes différents plans de vie, professionnels, mais aussi familial, amical, amoureux, etc., etc. Alors, j'ai une super question parce que, en fait, je voulais l'enlever après dans le titre de la conférence, mais j'avais aussi donc posé une question. On parle du monde d'après, mais du monde d'après quoi, en fait? C'est ça, c'est pour ça que
Si je me souviens, si je ne me suis pas trompé, non, je l'ai pas oublié, je l'avais enlevé. Pour moi, en fait, c'est une des choses qui nous limite, nous plante, nous trompe, c'est l'idée qu'il y aura un monde d'après. En fait, pour moi, il n'y a que le monde de maintenant. Il n'y a que ce monde-là qui existe. Bien sûr que ce que je plante maintenant, demain, va permettre une récolte. Si je veux faire du pain demain, il faut que je récolte du blé. Si je veux récolter du blé, il faut que j'en plante. Et si je veux planter du blé et que ça pousse bien, il faut que je travaille ma terre. Mais je ne suis pas en train de réaliser le pain dans 6 mois. Je suis en train de retourner ma terre là maintenant. Donc pour moi, il n'y a que le monde de maintenant avec une intention probablement pour maintenant et le futur. Donc ce serait ma réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a plutôt plein d'actions concrètes, ça fait trop plaisir. Je me dis que si on fait tout ça, déjà, le monde va être meilleur là. C'est Ça me fait super chaud au sympa. cœur. Tu les lis? Alors oui, il y en a qui m'envoient ça en privé, donc Ah, merci. d'accord. Oui, oui, ça me réjouit de voir des choses de plus en plus concrètes dans ce que vous proposez. Vraiment. Vraiment. Avec Frédéric qui dit action concrète, participer à l'organisation d'un webinaire sur l'école de commerce du monde d'après. Bah, super, hein. Je suis preneuse, hein. Ben voilà, Ça vous peut avez être la de la prochaine prochaine thématique. conférence. Ok, alors s'il y a d'autres questions qui viennent, j'y répondrai après. Je vais simplement terminer sur 2 derniers slides. Ça marche comme ça. Je voulais vous inviter à contribuer à mettre en œuvre votre vrai, votre bon et votre vision du bien de l'ensemble. Et pour ce faire, je vous propose quelques questions. Je n'ai pas de réponse. Les réponses, encore une fois, c'est les vôtres. Avec cette conscience que si je lutte contre quelque chose, je le renforce. Et donc plutôt de répondre à la question de à quoi je veux contribuer et à quoi je veux contribuer avec joie. Je pense que nous gagnons à mettre de plus en plus de joie. Qu'est-ce qui me met en joie dans ce à quoi je veux contribuer? Vraiment, limitons ce mouvement, certes puissant, qui est lié à fuir la peur. Recherchons plutôt qu'est-ce qui me mettrait en joie, qu'est-ce qui nourrirait mes besoins. Je vais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, la pensée créatrice. Donc, si je pense à ce qui ne va pas, j'ai tendance à le développer. Si je pense à ce qui va bien, j'ai tendance à le développer aussi. Donc, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi, là où je suis, pour développer de la confiance et de la sécurité intérieure. C'est tout à fait possible d'être à l'intérieur de soi, confiant et sécure, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur de moi. Ça ne sera pas simplement en lisant un livre du Dalai Lama. Ça ne sera pas simplement en le décrétant. C'est un chemin. Et on ne passera pas de 0, parce que vous n'êtes jamais à 0, à 100, parce que je pense que nous ne serons jamais totalement à 100. J'ai coutume de dire que se plaindre de la pluie n'a jamais mis personne au sec. Donc plutôt que de me plaindre, de râler, de m'opposer, qu'est-ce que je propose? Quelle est ma proposition? Et peut-être que vous avez fait une expérience qui est parfois douloureuse, c'est que se plaindre, c'est super facile. Il suffit juste de dire c'est nul. Maintenant, proposer quelque chose de réaliste, proposer quelque chose de concret, proposer quelque chose qui suscite l'adhésion et proposer quelque chose dans lequel je m'engage, c'est une autre paire de manches. Et puis, de la même façon que l'enfer est pavé de bonnes intentions, j'aime ce proverbe qui dit qu'il est loin de la coupe aux lèvres entre l'intention de bien faire et bien faire. Donc, pour moi, l'autre question, c'est comment je peux vérifier que mes actions sont alignées avec mes intentions, sont alignées avec mes valeurs, sont alignées avec le monde que je veux construire, auquel je veux contribuer. Et enfin, je voudrais citer une réplique du premier Spider-Man. Je ne cite pas que Gandhi ou Lao Tse, où Oncle Ben parle à Peter Parker étant dans le civil Spider-Man, et il lui dit qu'un grand pouvoir demande une grande responsabilité. Et donc la question, c'est quel usage est-ce que je souhaite faire du mien de pouvoir? Et c'est vraiment un point qui est important pour moi, parce qu'une des choses qui m'a dérangé ces derniers temps, c'est
d'avoir des confrères qui ont peut-être, pour certains, encore plus d'audience que je ne sais pas combien nous sommes là ce soir, 100 ou 150 personnes, qui font des vidéos. Et je pense notamment à un confrère qui fait une vidéo sur la manipulation. Et je me dis, super génial. Il va donner aux gens de la conscience pour repérer les endroits, les techniques qui sont utilisées pour nous manipuler. Et en regardant cette vidéo, j'éprouve un malaise de plus en plus grand parce qu'en fait, dans cette vidéo, cette personne utilise deux techniques de manipulation. Une qui consiste à disqualifier et l'autre qui consiste à répéter, c'est-à-dire une technique hypnotique. Pourquoi? Parce que tous les exemples concrets que la personne donne pour illustrer les modes de manipulation sont des exemples qui pointent uniquement le gouvernement ou les hommes et les femmes politiques. Et vraiment, c'est un sacré boulot. Je pense que je tombe dedans, enfin, je tombe à côté régulièrement, de se dire comment je vais faire un bon usage de mon pouvoir, un pouvoir au service d'eux. Voilà, si vous souhaitez aller plus loin que ce que nous pouvions vous proposer sur cette conférence, je vous suggère un livre de Pierre Rabhi que je vous ai cité tout à l'heure. Il y en a plusieurs Pierre Rabhi que vous pouvez lire, et puis Noël approche, vous pouvez vous les offrir, et puis vous les faire prêter. Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir pour le livre D'un monde à l'autre. Toujours dans cette idée de développer de la conscience plutôt que de développer des réponses toutes faites. Et puis, le livre de Marshall Rosenberg qui traite de la communication non violente, les mots sont des fenêtres ou des murs, parce que dedans, vous aurez un protocole qui va vous aider à vous relier à vous-même, à identifier vos besoins et à voir comment vous pouvez les nourrir d'une façon constructive, inclusive et coopérative. Et puis, vous avez entendu Séverine parler des livres que j'avais pu écrire. Je pense que Comment rendre la vie plus belle, pour moi, colle aussi avec le thème de cette conférence, en vous proposant d'autres visions du monde, d'autres façons de relationner, de s'exprimer. Croyance, mensonge et autres vérités, qui vous propose des aphorismes, des croyances. Voilà, simplement pas pour vous dire que c'est les bonnes ou les mauvaises croyances, mais simplement pour venir confronter les vôtres et contribuer à ce cheminement. Et puis, deux romans initiatiques, La vie m'accompagne et La magie de l'ange. Vous pouvez les déposer au pied du sapin. Je suis sûr qu'ils feront des heureux. Et puis, si vous voulez nous retrouver après cette conférence, vous pouvez aller sur mon site internet philippe-garrigue.fr. Sur ma chaîne YouTube, il y a 140, à peu près 140 vidéos aujourd'hui qui reprennent des sujets en lien avec ce thème traité aujourd'hui dans le webinaire. Et vous pouvez aussi aller sur le site internet de l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand où vous trouverez des ressources qui peuvent vous aider, vous soutenir dans votre cheminement. Voilà, pour ma part, j'ai terminé ce que je souhaitais partager avec vous. Est-ce que, Séverine, tu as eu d'autres commentaires ou d'autres questions, d'autres choses que tu voudrais mettre en exergue dans ce qui a pu être dit dans le chat? Écoute, j'ai plutôt des remerciements. Alors, j'avais des débuts de réflexion parce que c'est vrai que le questionnement que tu nous as fait dans la slide d'avant, hein, il y avait des personnes qui commençaient à, voilà, je pense que c'est intéressant peut-être de se poser, en tout cas chacun, sur ces… Enfin, moi, j'avoue, je pense que je vais reprendre ce questionnement parce que je le trouve pertinent, hein. Voilà, donc il y a des personnes qui ont commencé effectivement à y répondre. Et puis, on a plein de merci, Philippe. Voilà. Merci à vous et puis surtout merci pour toutes ces belles intentions qui ont l'air de vous animer et les désirs de les rendre concrets. Ouais, donc merci Philippe, super clair. Enfin, on a des super commentaires. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce qu'il est 19h12, en même temps, on est bon là en termes de timing, hein, c'est nickel. Moi, ce que je voulais vous dire, hein, c'est que, en tout cas, pour 2021, on prépare le programme de webinaire. Donc, on va rester effectivement sur les questions de leadership et de développement professionnel. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'on va aussi faire des conférences axées management leadership. On va essayer d'alterner une fois sur deux, en tout cas, voilà, sur ces questions. Voilà, et vous dire, donc, on fera sans doute une conférence d'ici fin janvier. Et je voulais vraiment remercier chaleureusement Philippe, parce que, voilà, en plus, tu as fait 2 fois, tu nous as accompagnés 2 fois cette année.
Vraiment, merci voilà, pour tes apports et puis ces espaces de réflexion. Et puis, merci à tout le monde. Voilà, on a plein de merci, Philippe. Ça Oui, fait du bien, en tout cas, de se sentir connecté. On a voulu maintenir, même si cette semaine, on savait que voilà, tout le monde était bien occupé, on a absolument voulu maintenir ce rendez-vous avant Noël. Donc, on vous souhaite le meilleur et une très belle fin d'année. oui, puis merci, oui, je vais tous vos merci, vos commentaires, merci, merci, merci. Je reprendrai le temps de les lire à tête reposée parce que là, ça va trop vite pour que j'arrive à tout lire. Voilà, donc vraiment, voilà, merci beaucoup à tous. Et puis, on vous dit à très bientôt. On vous partagera le programme voilà, en début d'année. On prévoit des conférences très inspirantes. Et puis, Philippe, hein, tu vas nous trouver d'autres thématiques pour 2021. C'est vrai qu'en fait, on les a vraiment quelque part construits au fur et à mesure, hein, en fonction de l'actualité aussi, hein, et de tout ce qu'on vit. Hein. C'était aussi le but de ces webinaires. Donc voilà, on va s'adapter aussi à tout ce qui va se passer en 2021. Et on espère le meilleur. Voilà, donc vraiment merci à tout le monde et on vous souhaite une très très bonne soirée et on vous dit à très bientôt. Et je vais envoyer les supports parce que Philippe, on m'a demandé les supports, hein, donc on vous l'enverra Oui, d'ici puis la fin. la vidéo, vous pourrez la revoir en replay sur le site de l'ESC, j'imagine. Et Oui, on a une chaîne YouTube, donc il y a des replays sur tous nos webinaires. voilà, sur la mienne aussi, je les mettrai. Alors j'ai des frustrations parce qu'il y a des gens qui me remercient, genre c'est comme d'habitude ou c'était bien, comme si on se connaissait, mais je ne reconnais pas administrateur ou iPhone ou même des fois le prénom tout seul. Ah, Voilà, donc merci beaucoup. donc il faut s'identifier là. Vous voulez Et, me et dire un peu voilà, et plus merci à tout le monde. Je ne sais pas si si vous êtes Marion est là aussi, je voulais remercier. louable devant tout le monde. Pardon, je t'ai coupé, Séverine. Non, non, je voulais remercier Marion, je ne sais pas si elle est là, mais techniquement, elle nous a aidé à bien tout organiser. Donc, je voulais remercier Marion. Oui, bonjour Marion. Je ne sais pas si elle est là. Et en plus, on voit plein de visages là, voilà, encore. Donc, vraiment, très bonne soirée, très bonne fête à tout le monde. Hein. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Bonsoir. Bonne soirée, au revoir.